Shanghai. Dans les années 1920-1930, les actualités cinématographiques en donnent l'image d'une vie de plaisir. Mélange exotique d'Orient et d'Occident. Mais la réalité de la Chine est tout autre. La plupart des gens vivent dans les campagnes, totalement à l'écart du XXe siècle. Et ils vont bientôt être engloutis dans un long et violent conflit qui va radicalement transformer leur pays et leur existence. À l'époque, le gouvernement de Chiang Kai-shek est doublement menacé. Par les communistes, sous la direction de Mao Tse-tung, et par le Japon, qui contrôle la quasi-totalité du Nord et prépare une invasion massive. Nombreux sont les Chinois qui exigent une riposte à cette agression, mais Chiang refuse. Il craint de donner ainsi aux Japonais un prétexte pour écraser la Chine. En décembre 1936, l'hostilité envers l'envahisseur atteint son paroxysme et une crise sans précédent éclate. Pour forcer la main à Chiang, son fidèle second décide de le faire enlever. New thunder over China, a storm which the world fears. Through the team faces the shocking news of the kidnapping of Chiang Kai-shek, who is given credit for unifying the nation. Some say the most ominous kidnapping in history which threatens world catastrophe. And now again the whole world... Alors que le monde entier est dans l'expectative, Madame Chiang rejoint son mari. Et Chou En-lai, au nom des communistes, apporte son concours à d'interminables négociations. Finalement, Chiang est libéré. Tout le monde s'est rendu compte qu'il était le seul en mesure de diriger le pays. Et lui-même a enfin accepté de se réconcilier avec son ennemi de toujours pour lutter contre l'envahisseur. C'est le début du Front uni. Communistes de Mao Tse-tung et nationalistes de Chiang Kai-shek vont résister à l'agression japonaise ensemble. Here's where it started. The Marco Polo Bridge, a few miles southwest of Taiping. Le 7 juillet 1937, c'est sur ce pont qu'éclatent les premiers combats entre Japonais et Chinois. Et dans les jours qui suivent, le Japon lance une invasion massive. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale en Asie. Ne faisant qu'une bouchée de la résistance adverse, les Japonais prennent rapidement Pékin, puis Tientsin. Et déferlent ensuite vers l'intérieur. En octobre de la même année, ils arrivent au village de Meiwa, à quelques kilomètres de là où ont été tournées ces scènes.
Les démons japonais sont entrés dans notre village par l'ouest. Ils ont commencé aussitôt à tuer et brûler tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. De vrais monstres. Ils ont massacré 46 familles et même les animaux qu'ils voyaient. Puis ils sont arrivés chez nous. On s'était cachés dans un fossé qu'ils se sont mis à mitrailler. Nous, les enfants, on hurlait tous « Je veux sortir, je veux sortir ». Quand mon père est sorti, 3 d'entre eux l'ont déshabillé jusqu'à la taille et ligoté. Et il s'est retrouvé avec une dizaine d'autres ligotés comme lui. Ils m'ont mis dans une fosse où il y avait plein de gens qui attendaient là depuis longtemps. Les Japonais en amenaient sans cesse davantage. Je suis resté là pendant des heures. Puis ils ont encore entassé 200 personnes. La fosse était pleine. Mais les démons japonais continuaient à hurler, à y faire descendre des prisonniers. Les balles sifflaient et les ennemis criaient. J'étais touché à la main. Elle était comme paralysée et brûlante, mais ne me faisait pas mal. Je n'ai pas bougé. Une fois la nuit venue, j'en ai profité pour me sauver. Les Japonais ont commis les pires atrocités pendant 3 jours et 3 nuits. Puis ils sont partis. Mon grand-père et ma mère se sont mis à la recherche du corps de mon père. Ils l'ont trouvé dans cette énorme fosse, la poitrine criblée de balles. Ces démons l'avaient massacré. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas un bruit. Personne. Et je me suis demandé ce qui leur était arrivé. Je les ai cherchés partout, en vain. En sortant, j'ai vu la terre fraîchement retournée dans la cour. Et je me suis dit que quelqu'un avait dû être enterré. Puis, je me suis approché du puits, dont la poulie avait été détruite. Des corps gisaient au fond. J'ai demandé à 2 personnes de m'aider. J'ai retrouvé ma grand-mère, ma mère et 2 de mes fils enterrés. Et j'ai ressorti ma femme et mon enfant de 3 ans du puits. Ça faisait à peine quelques jours que je ne les avais pas vus. Et dorénavant, je n'entendrai jamais plus le son de leur voix. C'était atroce. Je les ai enterrés. Voilà. Voilà. Les bombardements de Shanghai font des milliers de victimes parmi les civils. Et malgré une résistance opiniâtre, les troupes nationalistes sont contraintes de se replier. Shanghai tombe en novembre. 5 mois à peine ont suffi aux Japonais pour s'emparer de la moitié des côtes chinoises. Chiang Kai-shek et son épouse appellent la communauté internationale à l'aide. To you, who are enjoying the serenity and security of your own homes, I wish to bring a message from the women of war-ridden China. It is this: if you wish to avoid the calamities that are befalling China now, and the killing and mutilation of your loved ones and your fellow beings, boycott Japanese goods. La bataille pour Nankin est acharnée. Mais une fois encore, ce sont les Japonais qui prennent le dessus. Et en décembre, ils entrent dans la ville et exterminent systématiquement les civils.
Bilan estimé, 200 000 victimes, hommes, femmes et enfants. L'histoire baptisera cet épisode sanglant le viol de Nankin. En juin 1938, Chiang aux abois fait détruire les digues du fleuve Jaune, espérant que les eaux arrêteront l'envahisseur. Mais les habitants de la région n'ont pas été prévenus. Et il en résulte une véritable catastrophe. 11 villes ainsi que des milliers de villages sont noyés sous les eaux, faisant des millions de sans-abri et des centaines de milliers de morts. Tandis que les Japonais poursuivent inexorablement leur marche en avant. Toutes ces positions clés ayant été écrasées, Chiang adopte une stratégie classique, céder des territoires pour gagner du temps. Mettant à profit l'immensité du pays, le gouvernement et l'armée se replient à l'intérieur, à des milliers de kilomètres de Nankin. Puis, écoles, universités et entreprises suivent, ainsi que la population. À travers toute la Chine, ils sont des millions à abandonner leur foyer pour prendre le terrible chemin de l'exode. Le gouvernement s'installe à Chongqing, dans le Sichuan. Isolée et arriérée, cette province, gouvernée par les seigneurs de la guerre, a toujours échappé à l'autorité de Chiang. Les Japonais bombardent la ville des semaines durant. Les défenseurs manquent cruellement de moyens matériels et financiers. Chiang tente d'y remédier, à grand renfort de propagande et de défilés. Tandis que son épouse se rend dans les hôpitaux et les orphelinats pour redonner courage à la population. Et Chongqing tient. Beaucoup d'autres Chinois se sont réfugiés aussi au Yan'an, dans le nord-ouest, où les communistes avaient installé leur capitale après la longue marche. Ils sont venus là pour se battre contre le Japon, mais aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'une nouvelle société est en train de se construire. À l'époque, il y règne une atmosphère joyeuse et enthousiaste, l'esprit de Yan'an. Et puis l'endroit est encore suffisamment petit pour permettre les contacts entre la base et les dirigeants. Mao travaille alors à l'un de ses plus importants ouvrages, une adaptation du marxisme aux conditions de la Chine. Tous ceux qui sont venus ici étudient ces théories. Je suis arrivée à l'université anti-japonaise de Yan'an à l'automne 1938. On suivait des cours sur les événements de l'actualité et la philosophie. Nul ne se plaignait de la dureté des conditions de vie. La nuit, on partageait d'immenses lits où on avait très peu de place chacun. Pas plus de 30 cm. On était les uns sur les autres. Le matin, on se levait tôt. On s'entraînait et on apprenait le maniement des armes pour lutter contre les Japonais. On ne restait là que quelques mois. Après, on était envoyés sur le front et on chantait. Depuis Yan'an, les jeunes sont envoyés dans les villages du Nord et de Mandchourie afin d'y organiser la résistance.
Il commence également à transformer le visage de la Chine. Réformes modérées, diminution des fermages et des impôts, organisation d'élections et introduction du droit de vote. Les communistes prennent grand soin de s'assurer l'appui de la bourgeoisie rurale, en évitant les anciens excès de la lutte des classes. Notre slogan, c'était « Si vous avez de l'argent, donnez-en. Si vous avez un fusil, donnez-le. Et si vous avez la santé, venez vous battre. » On ne s'en est pas pris aux riches. On s'est même allié aux propriétaires, enfin à ceux qui n'étaient pas des collaborateurs et rejoignaient la résistance. Je suis issu d'une famille de paysans aisés. Quand le PC est arrivé, pourquoi s'est-il adressé à nous, la bourgeoisie? Parce que les pauvres ne pouvaient pas se permettre d'abandonner les champs. Et en plus, ils n'étaient pas forcément plus progressistes que nous. C'est essentiellement sur la femme que pèse le poids de la tradition. Même au début des années 40, de nombreuses jeunes filles ont encore les pieds bandés et sont souvent traitées comme des esclaves par leur famille. Une femme n'avait aucun droit dans sa propre famille. Ne disposant d'aucun revenu, elle était totalement dépendante. Si on frappait à la porte en demandant « Y a quelqu'un ?» elle répondait « Non, personne ». Elle ne se considérait même pas comme un être humain à part entière. Wang Xinlan a épousé Xiao Hua, jeune officier communiste. Après le travail, Xiao Hua et moi, on se promenait souvent dans le village en se tenant la main. Parfois, après le dîner, on restait assis à rire et bavarder. Les autres qui m'enviaient énormément me disaient « Tu as dû faire beaucoup de bien dans ta vie antérieure pour que Dieu t'ait donné un si bon mari. » Et moi, je répondais « Ça n'a rien à voir. C'est parce que les femmes comme moi ont fait progresser leur statut politique. On est des individus indépendants. Chez nous, l'homme et la femme sont égaux. On est égaux, même s'il est le mari et moi l'épouse. » On essayait de le leur expliquer, mais ça les étonnait énormément. Le recrutement organisé par les communistes ainsi que leurs réformes sociales modérées ont un énorme impact. Et ils s'assurent un solide soutien dans tout le nord du pays. La résistance qu'ils organisent est particulièrement efficace. Liang Yongheng et un de ses camarades ont par exemple tendu une embuscade à tout un régiment japonais dans leur village. Dans ces deux endroits étaient enterrés plus de 10 mines qu'on a fait sauter quand l'ennemi est arrivé. Ça a pété de chaque côté. Pas question d'épargner un seul de ces salopards. En voyant l'ennemi approcher, on était tous les deux ravis, mon camarade Feng Ge et moi. Je lui ai proposé: qu'en penses-tu, Feng? Tu butes l'officier et moi, le type là-bas. Feng Ge a visé l'officier japonais et bang, une balle en pleine tête. Il s'est effondré, j'ai appuyé sur la gâchette et paf, j'ai descendu l'autre. L'ennemi avait envoyé tout un régiment avec 100 charrettes pour emporter notre blé. On n'a pas perdu un seul grain, mais leurs charrettes ne sont pas reparties vides. Elles ont remporté les cadavres de 60 de ces démons. Les Japonais répondent à cette résistance par une campagne de terreur dont le mot d'ordre est brûler, tuer, piller. Ils anéantissent les villages liés aux communistes et s'efforcent d'annihiler leur emprise sur la région. Officiellement, communistes et nationalistes forment toujours un front uni. Mais les heurts entre eux sont fréquents. Et en janvier 1941, des troupes nationalistes attaquent soudainement une unité communiste et l'anéantissent. C'est la fin de la coalition. Mao adresse un message à Chiang Kai-shek.
Ceux qui jouent avec le feu devraient prendre garde. Si les choses continuent ainsi, c'est tout le peuple de ce pays qui te jettera dans le caniveau. Le généralissime répond, par l'intermédiaire d'un journaliste, « Les Japonais sont une maladie de peau, et les communistes, de cœur. » Pendant ce temps, Chongqing, la capitale provisoire de Chiang Kai-shek, vit sous les bombardements permanents. En décembre 1941, la guerre dure depuis pratiquement 5 ans. Les armées nationalistes ont essuyé défaite sur défaite. Les Japonais sont en train de gagner la guerre. Le Japon a lancé une attaque surprise sur Pearl Harbor et les États-Unis lui ont alors déclaré la guerre. Dès ce moment, j'ai su que le Japon serait forcément vaincu et perdrait cette guerre. Today, we, the people of the United States, fighting a desperate rearguard action against the Japs, grimly realize that our future depends upon holding a fighting China as our ally. Well, may we ponder what might happen if China should fall. If the full force of Japan, now deadlocked in China, were released to strike into India, into Australia, into Mexico or Canada, or California. Pourtant, malgré la propagande, la Chine n'est pas la première priorité des Alliés, bien trop occupés à essayer de survivre à la guerre en Europe. Les Américains se sont contentés de déléguer le général Joseph Stilwell sur le théâtre chinois, en raison de sa connaissance du terrain et de la langue. Il est chargé de maintenir l'armée chinoise en état de combattre et d'améliorer son potentiel opérationnel. Il commande à des troupes chinoises dont il est persuadé qu'elles pourraient être parmi les plus efficaces du monde si elles étaient convenablement formées. Mais il dit pique-pendre des officiers nationalistes. Il lâchait généralement une bordée d'injures quand il parlait des généraux chinois. Il les jugeait butés, indécis, versatiles. Et c'était toujours le même problème. Chiang refusait d'engager des forces importantes pour atteindre un objectif. Il envoyait ses hommes au compte-gouttes et les Japonais les anéantissaient un par un. Stilwell s'est rendu compte que le généralissime n'avait pas envie d'engager ses troupes contre les Japonais parce qu'il les réservait pour la lutte contre les communistes. 500 000 de ses meilleurs hommes bloquaient le territoire occupé par le PC. Mais Stilwell constate aussi rapidement l'existence d'un autre obstacle à l'effort de guerre, la corruption, qui sévit au cœur même de l'État, parmi les intimes de Chiang, sa belle famille et quelques-uns de ses plus vieux amis. Contrôlant l'économie, ils en profitent pour réaliser d'énormes profits. Même si le généralissime n'a pour sa part jamais été accusé de corruption, il ne fait rien pour l'empêcher de se répandre à tous les niveaux de son gouvernement. Ceux qui souffrent le plus de ce fléau sont les simples soldats, traités comme des animaux, surtout les conscrits. Ils avaient peur qu'on se sauve. Alors ils attachaient 5 ou 6 hommes par le bras à une même corde. C'est comme ça qu'on se déplaçait, ligotés les uns aux autres en petits groupes. J'ai vu des centaines de nos conscrits attachés à des cordes que l'on tirait. Et la nuit, pour les empêcher de déserter, il leur entravait les jambes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les nationalistes avaient des officiers totalement corrompus. Ils allaient jusqu'à mettre du sable dans le riz pour remplacer ce qu'ils avaient volé. Et nous, il fallait qu'on mange du riz moisi plein de sable. Ils disaient qu'on avait été appelés pour combattre les Japonais et défendre la patrie. Si tel était le cas, pourquoi ne nous donnaient-ils pas de nourriture, ni de vêtements? La raison de cette corruption? La pauvreté. Si l'Amérique n'avait pas suffisamment de nourriture et de vêtements, la corruption régnerait également là-bas. Comme dit un proverbe chinois, il faut avoir le ventre plein et des vêtements chauds avant de pouvoir penser à la morale. Près d'1,5 million d'hommes meurent de faim ou de maladie avant même d'avoir rejoint leur unité. Un appelé sur 10.
Stilwell et ses services multiplient les rapports sur tous les problèmes, et bien sûr la corruption. Mais en vain. La censure nationaliste et les médias américains défendent systématiquement l'image de Chiang Kai-shek. Well known to every American is lean, keen Generalissimo Chiang Kai-shek, undisputed leader and idol of 450 millions of Chinese. En 1943, au cours d'un voyage aux États-Unis, Madame Chiang séduit le Congrès et l'opinion publique. Let us not forget that Japan in her occupied areas today has greater resources at her command than Germany. Let us not forget that during the first 4.5 years of total aggression, China has borne Japan's sadistic fury unaided and alone. Elle réclame inlassablement de l'argent, beaucoup d'argent, et des tonnes de matériel. Et quand le Trésor américain traîne les pieds, Chiang menace de signer une paix séparée avec le Japon. Les millions de dollars qui lui seront ainsi accordés disparaîtront en grande partie dans le gouffre sans fin de la corruption et de l'irresponsabilité. Dans tous les gouvernements, quelle que soit l'époque, il existe des situations peu glorieuses, des comportements injustes et répréhensibles. Cela peut arriver dans n'importe quel pays, quel que soit le gouvernement et l'époque, surtout quand les conditions économiques sont désastreuses, après 8 années de guerre. Certains sont tout naturellement tentés par des biens matériels. En août 1944, un groupe d'officiers américains s'envole pour le nord-ouest de la Chine, destination Yan'an. Soucieux d'améliorer le potentiel militaire chinois, Stilwell et son gouvernement veulent savoir si les communistes pourraient apporter une contribution efficace dans la guerre. Au travers de cette mission diplomatique, c'est la première fois que l'Occident reconnaît officiellement le pouvoir de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung était un homme trapu qui avait déjà tendance à l'embonpoint, avec un visage très lisse, complètement imberbe. Ce n'était pas à proprement parler quelqu'un de charismatique. Il allait droit au but et ne s'embarrassait pas de politesse. Mais son autorité était incontestable. Tous étaient très respectueux à son égard, y compris des gens comme Chou En-lai ou Chu De. Ils s'en remettaient entièrement à lui et quand il parlait, on entendait les mouches voler. L'année précédente, la pensée de Mao Tse-tung, leader désormais incontesté, est devenue l'idéologie officielle du parti. Aucune critique de sa politique n'est tolérée. De leur côté, les communistes ont décidé de faire bonne impression. Ils ont besoin de cette aide pour se battre contre le Japon et espèrent en bénéficier à long terme, une fois la guerre finie. Durant toute une année, les membres de la mission vont évaluer l'organisation et le potentiel de l'armée de Mao. Ils constatent que l'aide soviétique se résume à quelques conseillers militaires. Avec l'aval de Washington, ils forment les soldats à la stratégie et au maniement des armes, tout en observant leurs tactiques de guérilla. Ils assistent à des coups de main contre des blocos japonais et s'aperçoivent que les communistes contrôlent de vastes territoires dans les campagnes du Nord et du Centre. Patrick Hurley, représentant personnel du président Roosevelt, se rend sur place. Il est chargé d'une tentative de médiation entre Chiang et Mao. L'avion a atterri à Yan'an. La porte s'est ouverte brutalement et Hurley est apparu dans son uniforme de général de division. Il en imposait avec ses moustaches blanches
et son mètre 90. Et il a poussé le cri de guerre des Indiens Choctaw. Bien entendu, les Chinois étaient bien trop polis pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dû penser que c'était la coutume chez les diables étrangers quand ils arrivaient quelque part. La Chine était une réalité extrêmement complexe qui l'a totalement déboussolé. Il avait beaucoup de mal à reconnaître qui était qui. Il appelait Mao Tse-tung Mao Ding-dong. Et tous les surnoms qu'il donnait aux Chinois pour essayer de les identifier montraient très clairement qu'il était un peu largué, si je puis dire. En dépit de la cordialité apparente, la médiation de Hurley se passe mal. Son soutien aux nationalistes lui attire la profonde méfiance des communistes, dont il ne prend absolument pas le rôle au sérieux, contrairement à ce que pense la mission diplomatique. J'ai déclaré, après être allé là-bas, que c'était sûrement les communistes qui triompheraient en Chine, et ce parce qu'ils bénéficiaient du soutien populaire. Je crois avoir dit à l'époque qu'ils constituaient une force démocratique. En fait, le mot n'était pas approprié. Il s'agissait plutôt d'une force populaire, jouissant d'un soutien populaire. Et c'est seulement en ce sens-là qu'ils étaient démocratiques. Les relations entre Stilwell et Chiang se détériorent. Au nom de son gouvernement, Stilwell exige de Chiang des réformes radicales au sein de l'armée. Stilwell dénonçait les aspects négatifs du gouvernement de Chiang, ainsi que son arrogance. Il demandait également qu'une partie des troupes nationalistes soit placée sous son contrôle direct et que des Américains soient nommés à des postes clés dans l'armée. Chiang Kai-shek a refusé. Mais ce n'était pas la principale pierre d'achoppement. En fait, Stilwell voulait envoyer des armes aux communistes. Il voulait armer les troupes de Mao, ce qui était totalement hors de question pour le généralissime. Chiang exige le rappel de Stilwell. John Davis demande à être transféré. Pratiquement tous les officiers américains ayant une bonne connaissance du terrain sont renvoyés ou contraints à démissionner. Chiang est désormais le maître absolu de la guerre en Chine. Stilwell a été remplacé par le général Weidmeyer, qui lui est beaucoup plus favorable. Parallèlement, la guerre contre le Japon est sur le point de s'achever. En août 1945, une bombe atomique est lâchée sur Hiroshima, accélérant la reddition du Japon. Lors des célébrations de la victoire, Chiang Kai-shek fait figure de héros national. Mais la fin précipitée du conflit laisse une question capitale sans réponse. Qui va recevoir la capitulation du Japon dans le nord du pays? Les communistes se hâtent d'y envoyer leur armée. Et les troupes nationalistes sont aéroportées par les États-Unis pour arriver les premières. Le général Lu Cheng-kao se souvient des propos de Mao sur le généralissime. Chiang veut descendre de la montagne pour cueillir les pêches. Voilà ce que disait Mao. Notre peuple et notre armée ont consenti d'énormes sacrifices derrière les lignes japonaises. C'était donc à nous d'accepter leur capitulation là-bas. J'ai chevauché toute la nuit pour retourner au front. On ne cueillait pas vraiment les pêches, mais on avait bien l'intention d'en goûter quelques-unes. La guerre civile semble inévitable.
Patrick Hurley, à présent ambassadeur, persuade Mao de se rendre à Chongqing pour s'entretenir avec Chiang. Les deux hommes ne se sont pas revus depuis Canton et l'époque de Sun Yat-sen, il y a presque 20 ans. Chiang donne du grand frère à Mao, lequel porte un toast en l'honneur du généralissime en lui souhaitant longue vie. Mais les discussions s'enlisent rapidement. Le président Truman ne renonce pourtant pas. Il envoie le général George Marshall comme médiateur. Un accord est signé, rapidement violé. Et c'est le début de la guerre civile. Elle commence mal pour les communistes. En mars 1947, Mao annonce à ses troupes qu'elles doivent quitter Yan'an en raison de la progression victorieuse de l'ennemi. Mais Yan'an n'est qu'un symbole et non une base de pouvoir. La véritable puissance des communistes est ailleurs, dans les vastes campagnes du Nord et de la Mandchourie. Elle s'est constituée durant la guerre contre le Japon, lorsque le parti a su s'attirer l'appui de toutes les classes de la société par ses réformes modérées. Mais la direction du parti veut maintenant aller plus loin et conquérir le soutien des plus pauvres. Elle lance donc une réforme agraire radicale qui prend à contre-pied ses alliés d'autrefois, la bourgeoisie prospère. On est allé chez Lila Ochi embarquer son bétail et ses cochons. Puis on a sorti tous les meubles, armoires et malles de sa maison. Et on a également pris tous ses vêtements. Ensuite, on l'a enfermé dans une petite pièce et on lui a ordonné d'écrire ses aveux. Puis les gens ont voulu en découdre avec lui. Ils lui ont hurlé « Lila Ochi, confesse-toi honnêtement. Qui as-tu exploité? Combien as-tu amassé? Où est caché ton magot? À vous !» La séance a duré longtemps. Il avait enterré ses dollars d'argent, mais on a réussi à lui faire cracher le morceau. Tandis que les pauvres se répartissent les terres, de nombreux communistes sont pris entre les exigences du parti et la situation de leur propre famille. Même la vieille garde est sur la sellette. En tant que membre du parti, il fallait que je donne l'exemple. Mes parents n'étaient pas d'accord avec moi. Pourtant, même si c'était eux qui géraient le patrimoine familial, ils ont été obligés de m'écouter. À l'époque de la réforme agraire, ma famille avait une nouvelle charrette, un cheval, un âne et 2,5 hectares de terre. On était nombreux et on avait suffisamment de quoi manger. Alors une nuit, ils ont bouclé toutes les issues de notre maison. Les propriétaires et les riches paysans ont tous été enfermés au même endroit, avant la séance de confession publique. En allant sur place, j'ai vu que la situation n'était pas bonne du tout. Je craignais que ça ne dégénère. J'étais mort de peur. Ils ont attaché mon père à un poteau. Tout le village était présent. Et tout d'un coup, ils sont devenus fous. Des innocents ont été battus et d'autres qu'ils méritaient. Les chefs du village tentaient de contenir la foule. Certains s'asseyaient même sur les propriétaires pour leur éviter d'être mis en pièces. Ils ont mal agi. Ils n'ont pas tenu compte de la réalité. Dès qu'on n'était pas pauvre, qu'on avait un peu d'argent, on était coupable. Voilà comment ils raisonnaient. La réforme agraire dégénère en violence populaire, déchirant familles et villages entiers. Le parti commence à perdre du terrain.
Alors en décembre, Mao appelle à la modération. 5 mois plus tard, le mouvement s'arrête. Tentant de minimiser les dégâts, les communistes reviennent à une politique plus sobre, parvenant ainsi à garder les paysans dans leur camp. Pendant ce temps, en ville, les conditions de vie ne se sont pas améliorées. D'énormes problèmes économiques rendent impopulaire le gouvernement de Chiang, dont la politique financière est par ailleurs incohérente. Le système monétaire a changé plusieurs fois. Le vieux Fabi, le papier-monnaie, est devenu le nouveau Fabi, remplacé à son tour par le Yuan or. Puis une fois à court de Yuan or, on est passé au dollar d'argent à l'effigie de Yuan Shikai. Et parallèlement, l'or, voire les dollars américains. C'était totalement chaotique. Quand on recevait son salaire le matin, on se précipitait dans les magasins pour faire les courses, car les prix montaient dès l'après-midi. Et quelquefois doublaient. La vie était très dure. Les rues sont remplies d'affamés et de sans-abri. Marché noir et corruption fleurissent. Et comme si cela ne suffisait pas, en 1947, des inondations détruisent les récoltes de riz dans le sud. Pendant qu'au nord, la famine frappe implacablement. Face à ce drame, les Nations Unies débloquent des millions de dollars d'aide humanitaire. Et Washington continue à envoyer d'énormes quantités de surplus militaires, ainsi que d'autres millions, pour soutenir le combat de Chiang contre le communisme. Beaucoup de gens sont persuadés que celui-ci et sa famille en détournent une grande partie, ce qui ne l'empêche pas, ainsi que son épouse, de demander toujours plus. Le président Truman décide de renvoyer Albert Wedemeyer sur place pour analyser la situation. Conclusion, même si la corruption et l'impopularité du gouvernement nationaliste sont évidentes, Truman n'a pas le choix. Tout en pressant Chiang de mettre immédiatement en place des réformes politiques et économiques drastiques, Wedemeyer recommande donc à Washington d'intensifier son aide. La prise de position de Wedemeyer en faveur de la poursuite de l'aide américaine au gouvernement de Chiang Kai-shek doit être restituée dans le contexte de l'époque. On était en pleine guerre froide et les communistes chinois semblaient être les alliés des soviétiques. On espérait donc que, d'une façon ou d'une autre, l'aide militaire pourrait contribuer à la survie de l'État nationaliste. Malgré tous leurs efforts, les Américains ne peuvent gagner la guerre à la place de Chiang, lequel commet l'erreur fatale d'intensifier démesurément sa présence dans le Nord. Les communistes réagissent aussitôt en changeant de tactique. Ils lancent une offensive majeure contre les villes. Un changement qui s'avère payant. Dès novembre 1948, soit à peine un mois et demi plus tard, tout le nord du pays est entre leurs mains. Les troupes nationalistes passaient dans notre camp par division et armée entière. En arrivant dans le nord-est, on avait 100 000 hommes et 10 000 cadres administratifs. Maintenant, on en avait entre 4 et 500 000. Tout notre équipement venait des États-Unis et de Chiang Kai-shek. Les soldats plaisantaient là-dessus, en disant que Chiang était notre meilleur fournisseur d'armes américaines. Ça les faisait beaucoup rire. Ils racontaient aussi qu'après notre victoire, on lui remettrait une médaille d'1 tonne pour avoir si bien travaillé pour nous. Après 8 ans de guerre contre le Japon, plus personne ne voulait continuer à se battre. Même moi, j'en avais assez. Alors Chiang Kai-shek m'a engueulé. Nous devons poursuivre le combat. Si nous n'exterminons pas les communistes,
Nous mourrons sans endroit où être enterrés. Nous devons aller jusqu'au bout. Je ne pouvais rien répondre à ça. Il avait été mon professeur, mon instructeur à l'académie militaire, ainsi que mon supérieur pendant de nombreuses années. Je ne pouvais qu'obéir. Le Nord conquis, la bataille pour la Chine centrale s'engage. Wang Wei mena la fameuse 12e armée au combat. Nos mouvements étaient lents, on avait un équipement lourd et encombrant. On se battait, on se repliait, on ramenait les renforts. Tout ça en même temps. Nos unités tombaient l'une après l'autre. On allait être anéantis en une journée, peut-être deux. Et j'ai donc donné l'ordre de fuir. Ça a au moins épargné des vies. Le 15 décembre, on s'est éparpillé dans plusieurs directions. Le commandant Gong Zuliang et moi nous sommes enfuis à bord d'un blindé. On s'est réfugié à une vingtaine de kilomètres de Shuangzuiji. Mais le soir même, notre blindé est tombé en panne. Impossible de le faire repartir. On en est sorti pour continuer à pied. Les communistes étaient partout, ils m'ont arrêté. J'ai été fait prisonnier. Nous, les nationalistes, on a échoué car on n'avait plus du tout le soutien du peuple. J'ai entendu dire que pendant l'expédition du Nord, ils nous donnaient des fleurs et de la nourriture. Durant la guerre contre le Japon, ils nous communiquaient des informations et nous aidaient à résister à l'ennemi. Mais dès que la guerre civile a commencé, on n'arrivait même pas à trouver quelqu'un pour nous indiquer la route. Il y a un proverbe chinois qui dit « L'eau qui porte le bateau peut également le faire chavirer ». Le 21 janvier 1949, 11 jours après le début de l'ultime bataille, Chiang Kai-shek donne sa démission. À Shanghai, ils sont des milliers à fuir. Le gouvernement se réfugie sur l'île de Taïwan. Mais il ne part pas les mains vides. Il emmène avec lui la plus grande partie du patrimoine artistique, toutes les réserves de la Banque centrale et bien sûr l'aide américaine. Le dernier envoi d'armes et de munitions est parti pour Taïwan et non pour la Chine. Le gouvernement de Chiang Kai-shek avait déjà fait tous les préparatifs pour son transfert sur l'île. Nous n'avons jamais cessé notre soutien au généralissime. Mais Chiang Kai-shek n'abandonne pas tout espoir. Mon père nous a d'abord enjoint d'analyser nos erreurs passées sur le plan intérieur et international. Puis de nous préparer à reprendre la Chine continentale. Il n'a jamais dit d'employer la force. Ce que nous devions faire, c'est aider la population sur le continent à renverser le régime. Nous avons donc fait des préparatifs dans ce sens dès notre premier jour à Taïwan. La guerre se poursuit. Les communistes traversent le Yangtze pour atteindre Nankin,
et Shanghai. Arrivés de l'autre côté, ils ont vite fait de venir à bout de la défense ennemie. À Shanghai, alors que les communistes sont aux portes de la ville, la police politique des nationalistes s'acharne encore. Mon mari avait été arrêté par les nationalistes et je n'arrivais pas à le retrouver. J'étais à la fois heureuse et inquiète. Heureuse parce que le triomphe de la Révolution était proche, c'était évident. Et inquiète parce que mon mari avait été arrêté et qu'on ne savait pas où il se trouvait. Le 1er octobre 1949, on a écouté à la radio les cérémonies célébrant la création de la République populaire de Chine. Le président Mao a proclamé que le peuple chinois s'était redressé. On était tous au comble de la joie. On faisait des bonds en l'air. On était vraiment heureux et fiers. Mes filles, qui étaient toutes petites à l'époque, m'ont demandé pourquoi tout le monde faisait la fête. Je leur ai répondu qu'elles comprendraient quand elles seraient grandes. Cette journée était ce pourquoi j'avais œuvré toute ma vie. Le 1er octobre, j'étais dans la prison des criminels de guerre. Je n'avais plus envie de vivre. Mais on ne meurt pas comme ça. J'étais très têtu. Il m'était impossible de changer ma façon de penser. J'ai donc passé 27 ans en prison pour être rééduqué. Chiang Kai-shek était un grand homme, un héros. Mais ses méthodes étaient celles de la Chine d'autrefois. Et il a perdu. J'ai risqué ma vie pour lui. Et j'ai fini enterré vivant pour lui. On peut dire que je lui ai été fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'un côté, j'étais heureuse car j'avais tellement attendu l'heure de la libération et elle était enfin là. Mais de l'autre, j'étais triste car mon mari était mort. Et puis on s'est dit que la révolution fait toujours des victimes. Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire.
光能冰雪上，一起来救亡，拿起我们的武器刀枪，走出工厂钱庄课堂，前线七八走上民族解放的战场。Il y avait plein de gens qui attendaient là depuis longtemps. Les Japonais en amenaient sans cesse davantage. Je suis resté là pendant des heures. Puis ils ont encore entassé 200 personnes. La fosse était pleine. Mais les démons japonais continuaient à hurler, à y faire descendre des prisonniers. Les balles sifflaient et les ennemis criaient. J'étais touché à la main. Elle était comme paralysée et brûlante, mais ne me faisait pas mal. Je n'ai pas bougé. Une fois la nuit venue, j'en ai profité pour me sauver. Les Japonais ont commis les pires atrocités pendant 3 jours et 3 nuits. Puis ils sont partis. Mon grand-père et ma mère se sont mis à la recherche du corps de mon père. Ils l'ont trouvé dans cette énorme fosse, la poitrine criblée de balles. Ces démons l'avaient massacré. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai ouvert la porte. Il n'y avait pas un bruit. Personne. Et je me suis demandé ce qui leur était arrivé. Je les ai cherchés partout, en vain. En sortant, j'ai vu la terre fraîchement retournée dans la cour. Et je me suis dit que quelqu'un avait dû être enterré. Puis, je me suis approché du puits, dont la poulie avait été détruite. Des corps gisaient au fond. J'ai demandé à 2 personnes de m'aider. J'ai retrouvé ma grand-mère, ma mère et 2 de mes fils enterrés. Shanghai. Dans les années 1920-1930, les actualités cinématographiques en donnent l'image d'une vie de plaisir. Mélange exotique d'Orient et d'Occident. Mais la réalité de la Chine est tout autre. La plupart des gens vivent dans les campagnes, totalement à l'écart du XXe siècle. Et ils vont bientôt être engloutis dans un long et violent conflit qui va radicalement transformer leur pays et leur existence. À l'époque, le gouvernement de Chiang Kai-shek est doublement menacé. Par les communistes, sous la direction de Mao Tse-tung,
et par le Japon, qui contrôle la quasi-totalité du Nord et prépare une invasion massive. Nombreux sont les Chinois qui exigent une riposte à cette agression, mais Chiang refuse. Il craint de donner ainsi aux Japonais un prétexte pour écraser la Chine. Entre Japonais et Chinois. Et dans les jours qui suivent, le Japon lance une invasion massive. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale en Asie. Ne faisant qu'une bouchée de la résistance adverse, les Japonais prennent rapidement Pékin, puis Tientsin. Et déferlent ensuite vers l'intérieur. En octobre de la même année, ils arrivent au village de Meiwa, à quelques kilomètres de là où ont été tournées ces scènes. Les démons japonais sont entrés dans notre village par l'ouest. Ils ont commencé aussitôt à tuer et brûler tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. De vrais monstres. Ils ont massacré 46 familles et même les animaux qu'ils voyaient. Puis ils sont arrivés chez nous. On s'était cachés dans un fossé qu'ils se sont mis à mitrailler. Nous, les enfants, on hurlait tous « Je veux sortir, je veux sortir ». Quand mon père est sorti, 3 d'entre eux l'ont déshabillé jusqu'à la taille et ligoté. Et il s'est retrouvé avec une dizaine d'autres ligotés comme lui. Ils m'ont mis dans une fosse. En décembre 1936, l'hostilité envers l'envahisseur atteint son paroxysme et une crise sans précédent éclate. Pour forcer la main à Chiang, son fidèle second décide de le faire enlever. New thunder over China, a storm which the world fears. Through the team aces the shocking news of the kidnapping of Chiang Kai-shek, who is given credit for unifying the nation. Some say the most ominous kidnapping in history which threatens world catastrophe. And now again the whole world... Alors que le monde entier est dans l'expectative, Madame Chiang rejoint son mari. Et Chou Enlai, au nom des communistes, apporte son concours à d'interminables négociations. Finalement, Chiang est libéré. Tout le monde s'est rendu compte qu'il était le seul en mesure de diriger le pays. Et lui-même a enfin accepté de se réconcilier avec son ennemi de toujours pour lutter contre l'envahisseur. C'est le début du Front uni. Communistes de Mao Tse-tung et nationalistes de Chiang Kai-shek vont résister à l'agression japonaise ensemble. Here's where it started. The Marco Polo Bridge, a few miles southwest of Taiping. Le 7 juillet 1937, c'est sur ce pont qu'éclatent les premiers combats. Et j'ai ressorti ma femme et mon enfant de 3 ans du puits. Ça faisait à peine quelques jours que je ne les avais pas vus. Et dorénavant, je n'entendrai jamais plus le son de leur voix. C'était atroce. Je les ai enterrés. Voilà. Voilà. Les bombardements de Shanghai font des milliers de victimes parmi les civils.
Et malgré une résistance opiniâtre, les troupes nationalistes sont contraintes de se replier. Shanghai tombe en novembre. 5 mois à peine ont suffi aux Japonais pour s'emparer de la moitié des côtes chinoises. Chiang Kai-shek et son épouse appellent la communauté internationale à l'aide. To you, who are enjoying the serenity and security of your own homes, I wish to bring a message from the women of war-ridden China. It is this: if you wish to avoid the calamities that are befalling China now, and the killing and mutilation of your loved ones and your fellow